Debout sur mon porche, mes parents ont exigé « Donne les clés à ta sœur, elle a besoin d'espace ». Me souvenant du camping-car glacial dans lequel ils m'avaient forcé à vivre, j'ai ri et j'ai dit « Je vous ai filmé en train de vous introduire illégalement sur mon domaine privé ». Puis j'ai déclenché l'alarme. Le souvenir de cette nuit brûle encore. Dans ma poitrine. Un poids froid et suffocant qu'aucun temps ni argent n'a jamais vraiment effacé. Il y a 2 ans, j'avais 27 ans, et mon corps me lâchait. Une grave infection respiratoire s'était installée dans mes poumons, me clouant au lit avec une fièvre qui avoisinait dangereusement les 39,5 degrés. Chaque respiration était comme inhaler des éclats de verre brisé et le simple fait de lever la tête de l'oreiller faisait tourner la pièce dans un flou gris et étourdissant. Je vivais dans ma chambre d'enfant, versant une part importante de mon salaire d'ingénieur logiciel junior à mes parents, Wesley et Linda. Juste pour les aider à garder la tête hors de l'eau. J'avais cru, dans mon état naïf et fiévreux, que la famille était un sanctuaire. Je me trompais. Tragiquement. C'était un mardi soir de fin novembre, le genre de nuit où la pluie tombe en averses glaciales et incessantes, fouettant violemment les vitres. J'étais blotti sous 3 couvertures, frissonnant de manière incontrôlable malgré la sueur qui trempait mon pyjama, quand la porte de ma chambre s'est soudainement ouverte avec fracas. Elle ne s'est pas ouverte avec la douce hésitation d'une mère inquiète venant voir sa fille malade. Elle a heurté le mur avec un bruit sourd, fort et agressif. J'ai faiblement ouvert mes yeux encroutés et gonflés. Dans l'encadrement de la porte se tenait Linda, ma mère. Elle ne tenait pas un thermomètre, un verre d'eau ou un bol de soupe. Elle tenait une pile de sacs poubelles noirs très résistants. Derrière elle se tenait Wesley, mon père, les bras croisés fermement sur sa poitrine, la mâchoire serrée dans une ligne rigide et inflexible. Et flottant juste en dehors du champ de vision dans le couloir, il y avait ma sœur aînée, Clara. « Lève-toi, Lucie » ordonna Linda. Sa voix était totalement dénuée de toute chaleur maternelle. Elle était tranchante, clinique et complètement détachée. Nous avons besoin de cette chambre maintenant. J'ai cligné des yeux, mon cerveau embrumé par la fièvre luttant pour comprendre ces mots. Maman, ai-je croassé, ma gorge a vif et hurlant de douleur. De quoi tu parles? J'arrive à peine à me tenir debout. Ne commence pas avec tes comédies, Lucie, a tonné Wesley, entrant dans ma chambre. Il ne m'a pas regardé avec sympathie. Il me regardait comme si j'étais un meuble cassé qui prenait une place précieuse. Clara revient s'installer avec ses 4 enfants. Ça ne va pas avec Christopher et elle a besoin de la chambre principale. Ta mère et moi prenons la chambre d'amis, ce qui signifie que cette chambre est pour les jumeaux. Vous voulez que je parte, ai-je murmuré, une vague de nausée profonde m'envahissant. Ce soir, papa, regarde dehors. Il pleut des cordes glacées. Je suis malade. Nous t'avons donné un toit sur la tête pendant 27 ans, a claqué Linda, dépliant un sac en plastique noir avec un froissement sec et retentissant. Elle a immédiatement commencé à attraper mes vêtements dans le placard ouvert, les fourrant pêle-mêle dans le plastique sombre. Pull, robe, chaussures, tout jeté. Comme des ordures. Tu es une femme adulte célibataire. Clara est une mère en crise. Elle a besoin de son village. Tu es complètement égoïste de rester dans ce lit et de t'opposer à nous. J'ai essayé de m'asseoir, mais le vertige m'a forcé à me rallonger. Maman, s'il te plaît, laisse-moi juste rester jusqu'au matin, juste jusqu'à ce que la fièvre tombe. J'appellerai un hôtel demain. S'il te plaît. Clara est finalement entrée dans le cadre, s'appuyant contre le montant de la porte. Elle n'avait pas l'air d'une mère en crise. Elle avait l'air parfaitement manucuré, ses cheveux bruchés, tenant une tasse de café de marque que j'avais probablement payée grâce aux divers prêts qu'elle m'avait soutirés au fil des ans. Allez, Lucie, a soupiré Clara, en roulant des yeux.
comme si ma grave maladie n'était qu'un inconvénient personnel pour elle. Les enfants sont dans le monospace. Ils sont fatigués. Ils veulent installer leur nouvelle chambre. Arrête de tout ramener à toi pour une fois dans ta vie. J'ai regardé, dans une horreur absolue et paralysée, mes parents réduire ma vie à 3 sacs poubelles noirs en moins de 10 minutes. J'ai supplié. J'ai pleuré. J'ai plaidé auprès de Wesley, lui rappelant que je venais de payer l'hypothèque. Ce matin même. Il m'a complètement ignoré, ramassant les sacs et les transportant en bas. Linda m'a pratiquement arraché les couvertures de mon corps. Frissonnant. J'ai descendu les escaliers en titubant dans mon pyjama et un lourd manteau d'hiver que j'avais attrapé à l'aveuglette, mes jambes tremblant si violemment que j'ai failli tomber 2 fois. Quand j'ai atteint la porte d'entrée, Wesley m'a enfoncé mes clés et mon sac d'ordinateur portable dans la poitrine. Il a ouvert la porte d'entrée, laissant le vent hurlant et glacial s'engouffrer dans l'entrée. Tu te débrouilleras. Tu es intelligente, a dit Wesley, la voix neutre. Il m'a physiquement poussé dehors sur le port-champ. Béton mouillé. J'ai perdu l'équilibre et suis tombé lourdement sur les genoux. La pluie glaciale trempant immédiatement mon fin pantalon de pyjama, envoyant une secousse de douleur glacée jusqu'à mes os. Je me suis retourné, cherchant mon souffle, tendant la main vers la porte. La trahison était pire que le diagnostic lui-même, car le froid de la tempête dehors n'était rien comparé à la glace dans les yeux de ma mère alors qu'elle verrouillait la porte. Les conséquences immédiates furent un flou de pur instinct de survie et d'agonie physique dévastatrice. J'ai passé cette première nuit à dormir sur le siège conducteur de ma berline rouillée de 10 ans, garée sous les lumières fluorescentes crues d'un supermarché ouvert 24h24. Ma fièvre faisait rage, provoquant des hallucinations terrifiantes dans la voiture exiguë et glaciale. Je me suis réveillé le lendemain matin en toussant des mucosités sombres. Complètement seul, avec pour seul bien quelques sacs poubelles de vêtements. Et mon ordinateur portable du travail. J'avais environ $3000 sur mon compte courant, le reste de mes récents salaires étant allés directement sur les comptes bancaires de Wesley et Linda pour couvrir leurs impôts fonciers prétendument en retard. Le désespoir m'a conduite au plus bas des petites annonces locales. Je ne pouvais pas me qualifier pour un bail d'appartement assez rapidement sans un énorme dépôt et les hôtels auraient épuisé mes maigres fonds en une semaine. C'est ainsi que j'ai trouvé le camping-car. C'était une caravane de 1998 sur un terrain boueux à la périphérie de la ville, annoncé pour exactement $1000 en espèces. Au moment où je suis entré, l'odeur de pourriture humide, de vieux pneus et de fumée de cigarettes froides m'a frappé comme un coup de poing. Le sol en linoléum se gondolait sur les bords. Le petit chauffage au propane était sévèrement rouillé, et le toit présentait un affaissement visible au centre. Mais il avait une porte qui fermait à clé, un petit bureau et un endroit pour poser un matelas. J'ai donné l'argent, les remorqué jusqu'à un parc de camping-car bon marché avec une connexion Wi-Fi instable et me suis effondré sur les minces coussins moisis. Pendant les 6 mois suivants, ce camping-car à $1000 fut mon univers entier. Les hivers étaient brutalement, dangereusement froids. Je dormais avec un lourd manteau d'hiver, 2 paires de pantalons de survêtement et un bonnet, mon souffle formant des panaches blancs visibles dans le petit espace. J'ai installé de lourds rideaux thermiques pour bloquer les courants d'air et utiliser un petit chauffage d'appoint qui faisait constamment sauter le disjoncteur. Mais j'avais toujours mon emploi à distance. En tant qu'ingénieur logiciel. Chaque jour, je m'asseyais à cette table de dinette exiguë et bancale, connectée à un hotspot mobile, écrivant du code tout en étant emmitouflé dans des couvertures. Je ne sortais pas. Je n'achetais pas de nouveaux vêtements. Je mangeais de la soupe en conserve bon marché et du riz. J'économisais chaque centime avec une obsession unique et terrifiante. Ma famille, cependant, ne pouvait pas simplement me laisser disparaître dans ma misère.
Il devait s'assurer que je connaissais ma place dans leur hiérarchie. C'est arrivé un samedi glacial de février. J'étais dehors, essayant de colmater une petite fuite sur le toit du camping-car avec du ruban adhésif résistant, quand un grand SUV blanc immaculé est entré dans le parking en gravier du parc de camping-car. Je me suis figé, les mains engourdies par le froid. C'était le SUV de Clara, le même SUV pour lequel j'avais co-signé 3 ans plus tôt parce que son crédit était complètement ruiné. La fenêtre s'est baissée et Clara s'est penchée, vêtue d'un manteau en fausse fourrure coûteux. Sur la banquette arrière, je pouvais voir 2 de ses enfants presser leur visage contre la vitre, me pointant de leurs petits doigts. Waouh, a lancé Clara, sa voix dégoulinant d'un amusement venimeux. Ses yeux ont balayé le terrain boueux, l'extérieur rouillé de ma petite maison, et se sont finalement posés sur mon visage pâle et épuisé. Maman a dit que tu avais touché le fond. Mais je ne pensais pas que tu vivais littéralement dans une boîte de conserve. Dans un marécage. Jolie demeure, Lucie. Je suis resté là, tenant le rouleau de ruban adhésif, les dents claquant pratiquement. Que veux-tu, Clara? Ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je voulais juste le voir par moi-même, a-t-elle ri. Un son aigu et perçant qui a fendu l'air hivernal. Maman et papa organisent un grand dîner ce soir pour fêter l'installation des enfants dans leur nouvelle chambre. On a pensé à t'inviter, mais bon, tu n'as pas vraiment de beaux vêtements, n'est-ce pas? Et tu dois probablement sentir le chien mouillé. Elle n'était pas venue pour prendre des nouvelles de ma santé. Elle n'était pas venue pour voir si j'avais de la nourriture. Elle avait conduit 45 minutes hors de son chemin uniquement pour amener un public pour m'humilier. Tu as la chambre principale, Clara. Ai-je dit, ma voix se raffermissant, refusant de lui donner la satisfaction de mes larmes. Tu as ce que tu voulais. Pourquoi es-tu ici? Pour te rappeler la réalité, a-t-elle ricané, son sourire se transformant en une grimace laide. Tu as toujours été si hautaine avec ton travail dans la tech et ton argent. Regarde-toi maintenant, une perdante totale vivant dans un tas d'ordures. Ne pense jamais que tu vaux mieux que nous. Elle a remonté la vitre sans un mot. De plus et est partie en trombe, projetant de la boue glacée sur mes bottes. J'ai regardé ses feux arrière disparaître sur l'autoroute, sentant un vide profond et terrifiant s'installer dans ma poitrine. Je me suis retourné vers ma boîte de conserve rouillée et glaciale. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte fragile et je me suis assise devant mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé le compte d'épargne en croissance rapide que j'avais farouchement gardé. Je gagnais un salaire massif à 6 chiffrés. Avec des frais de subsistance quasi nuls, ma richesse s'accumulait dans le secret le plus total. Il pensait m'avoir brisé. Il me croyait démuni, pathétique et vaincu. Mais alors que Clara riait et s'éloignait, me laissant grelottante dans une boîte de conserve, elle avait oublié une chose cruciale. C'était moi qui avais financé leur style de vie somptueux pendant des années. Et maintenant, tout ce pouvoir financier m'appartenait uniquement. Pour vraiment comprendre la profondeur de leur trahison, il faut comprendre les décennies de sacrifices que j'avais investis dans cette famille. Je n'étais pas seulement la plus jeune fille. J'étais la bouée de sauvetage financière désignée. Quand Clara a décidé qu'elle voulait un mariage somptueux avec Christopher, un mécanicien indépendant avec un historique de terribles décisions financières, ce sont mes fonds d'études que Wesley et Linda ont vidés pour payer le traiteur et le lieu. Quand l'entreprise de Christopher a fait faillite, c'est mon premier gros bonus technologique qui a empêché la saisie de leur maison. J'ai passé le début de ma vingtaine à me priver de vacances, de rendez-vous et de simples luxes. Conditionné par mes parents à croire que les besoins de Clara, et par extension ceux de sa famille en pleine croissance, primaient toujours sur les miens. Clara était une manipulatrice hors pair, une femme qui portait sa victimisation comme un accessoire de créateur.
Elle avait cultivé une esthétique parfaite et soignée, des cheveux de salon coûteux, un maquillage impeccable et une garde-robe de marque haut de gamme qui contredisait complètement son statut de mère au foyer perpétuellement fauché. Elle avait une capacité étrange à entrer dans une pièce et à évaluer instantanément l'utilité financière de chacun. Si vous ne pouviez pas lui offrir de l'argent, du babysitting gratuit ou un endroit où vivre, elle vous rejetait. Mes parents ont entièrement encouragé ce comportement, considérant Clara comme fragile et moi comme une ressource inépuisable et indestructible. Ce qui nous amène à aujourd'hui. 2 ans s'était écoulé depuis la nuit sous la pluie glaciale. 2 ans de travail exténuant et silencieux dans ce camping-car à $1000. Il y a 6 mois, j'ai finalement vendu la boîte de conserve rouillée à un ferrailleur et j'ai exécuté le plan directeur que j'avais méticuleusement construit. Grâce à une accumulation massive d'options sur actions, des économies acharnées et plusieurs promotions lucratives, j'avais acheté une magnifique et vaste maison de 4 chambres sur 3 acres de forêt privée. Elle était moderne, baignée de lumière naturelle avec des baies vitrées du sol au plafond, une cuisine ultramoderne et une immense terrasse enveloppante. C'était une forteresse de paix. C'était mon sanctuaire. Je ne l'ai jamais dit à ma famille. J'avais bloqué leur numéro et coupé tout contact le jour où j'ai quitté le parc de camping-car. J'étais enfin heureuse, en bonne santé et en sécurité, jusqu'à mardi après-midi. J'étais assise dans mon vaste bureau à domicile, sirotant une tisane et examinant du code sur mes écrans ultra larges lorsque le carillon de mon portail de sécurité haut de gamme a retenti dans la maison. J'ai froncé les sourcils. Je n'attendais aucune livraison. J'ai affiché le flux en direct sur ma tablette. Mon sang se glaça, la lourde tasse glissant de mes doigts et se brisant sur le parquet. Assis à mon portail de sécurité privée, appuyant de manière répétée et avec une impatience agressive sur le bouton d'appel, se trouvait le SUV blanc immaculé de Clara. Derrière elle, garé négligemment sur le bord de la route, se trouvait le camion de Wesley. La panique m'a serré la gorge. Comment m'avait-il trouvé? J'avais acheté la propriété sous une SARL spécifiquement pour garder mon nom hors des registres publics de propriété. J'avais fait suivre mon courrier à une boîte postale privée. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il m'avait traqué. Avant même que je puisse traiter cette faille dans ma sécurité, le portail, que j'avais laissé légèrement ouvert pour l'équipe d'aménagement paysager plutôt, a commencé à se rétracter lentement. Ils avaient poussé la commande manuelle sur le clavier extérieur. Je me suis levé, mon cœur battant violemment contre mes côtes alors que je regardais les véhicules dévaler ma longue allée sinueuse. Ils se sont garés pêle-mêle sur l'impeccable allée pavée. J'ai regardé par la fenêtre de devant les portières claquées. Wesley est sorti le premier, l'air plus vieux, mais tout aussi arrogant. Linda a suivi, portant un grand sac fourre-tout. Finalement, Clara est apparue. Elle est restée là un long moment, regardant l'architecture stupéfiante de ma maison. Même à 15 mètres de distance, je pouvais voir le calcul immédiat dans ses yeux. Elle ne regardait pas ma maison avec fierté pour sa sœur. Elle évaluait la superficie, l'aménagement paysager coûteux et la valeur pure de l'actif. Elle ressemblait à un prédateur qui venait de tomber sur un festin. La lourde porte d'entrée en chêne massif a violemment tremblé alors que des poings commençaient à marteler le bois. Lucie, ouvre cette porte tout de suite. La voix de Wesley a beuglé. Forte et exigeante, brisant la paix que j'avais eu tant de mal à construire. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, ravalant ma terreur et j'ai déverrouillé le pêne dormant. J'ai ouvert la lourde porte en chêne. Clara est immédiatement passée devant moi sans un mot de salutation, apportant l'odeur de parfum lourd dans mon entrée immaculée. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle ne s'est pas excusée pour ce qui s'était passé il y a 2 ans. Elle a simplement tourné sur elle-même dans le hall,
contemplant les plafonds voûtés. L'escalier majestueux. Waouh, a soufflé Clara, les yeux écarquillés d'une cupidité non dissimulée. Elle s'est retournée vers moi, un sourire écœurant de douceur, entièrement faux, étirant son visage. Maman a dit que tu étais sortie de cette petite caravane embarrassante, mais je n'avais aucune idée. C'est absolument parfait, Lucie. Les jumeaux peuvent prendre les chambres à l'étage, et la chambre du bébé peut aller au bout du couloir. Nous emménageons vendredi. Pendant un long et suffocant moment, le seul son dans le grand hall était le tic-tac rythmé de l'horloge grand-père antique dans le couloir. Je me suis contenté de fixer Clara, mon cerveau luttant pour comprendre l'audace purée sans mélange de sa déclaration. Elle était complètement sérieuse. Elle regardait ma maison, indiquant où elle avait l'intention de placer ses meubles, comme si je n'étais qu'un agent immobilier lui faisant visiter une propriété qu'elle avait déjà achetée. Emménager, ai-je répété, ma voix dangereusement douce, à peine plus qu'un murmure. La terreur qui m'avait saisi quelques instants auparavant s'est instantanément évaporée, remplacée par une colère froide et cristalline qui a aiguisé mes sens comme une lame de rasoir. Wesley a croisé les bras, s'avançant davantage sur mes tapis importés avec ses bottes boueuses. Ne prends pas ce ton, Lucie, a-t-il réprimandé, utilisant exactement la même voix autoritaire qu'il utilisait quand j'avais 12 ans. Ta sœur est dans une situation difficile. Christopher lui a bloqué l'accès à leur compte. Elle a les enfants. Tu as 4 chambres et 3 acres de terrain. C'est tout à fait logique. Nous sommes une famille et la famille s'entraide. La famille ? Ai-je demandé, faisant un pas délibéré en avant. Je ne me suis pas recroquevillé cette fois. Je n'étais plus la fille fiévreuse et terrifiée, grelottant dans un couloir humide. Je me tenais dans une forteresse construite entièrement par mon propre sang, ma sueur et mes nuits blanches. La famille m'a jeté sous la pluie glaciale quand j'étais gravement malade. La famille m'a laissé pourrir dans un camping-car rouillé et infesté de moisissures pendant 2 hivers glaciales pendant que vous organisiez de somptueux dîners. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes des intrus. Linda a eu un hoquet, serrant son sac de créateur contre sa poitrine avec une horreur feinte. Lucie, comment peux-tu être si cruelle et vindicative? Nous t'avons donné un toit sur la tête. Pendant des années. Nous t'avons élevé. Tu nous dois ça. Tu le dois à ta sœur. Je ne vous dois absolument rien, ai-je déclaré, ma voix résonnant contre les hauts plafonds. Je me suis tourné vers Clara, qui me fusillait maintenant. Du regard, son masque de douce suffisance glissant pour révéler le venin en dessous. Mais vous avez tous commis une erreur critique en venant ici. Aujourd'hui. Vous voyez, j'avais anticipé qu'un jour votre cupidité insatiable vous mènerait à ma porte, et je m'y suis préparé. J'ai montré le dôme noiré élégant d'une caméra haute définition montée directement au-dessus du lustre, sa lumière rouge d'enregistrement clignotant régulièrement. Chaque centimètre de cette propriété, à l'intérieur comme à l'extérieur, est équipé d'une surveillance de qualité militaire, ai-je expliqué, d'un ton calme et analytique, audio et vidéo. De plus, mon nom ne figure pas sur l'acte de propriété de cette maison. Elle appartient à une SARL qui est protégée par une fiducie irrévocable en béton, gérée par l'un des cabinets d'avocats en droit immobilier les plus agressifs de l'État. Techniquement, je ne possède pas cette maison sur le papier, ce qui signifie que même si vous essayez de me poursuivre pour une pension alimentaire familiale, vous vous heurteriez à un mur de litige d'entreprise. Vous ne pouvez pas toucher à cette maison. Vous ne pouvez pas me toucher. La mâchoire de Clara est tombée, ses yeux se dirigeant vers la caméra. Puis revenant vers moi. Tu as mis une maison dans une fiducie pour la cacher à ta propre chair et à ton propre sang. J'ai protégé mes actifs des parasites, les jeux corrigés sans scier. Maintenant, vous avez exactement 30
Seconde pour quitter ma propriété avant que je ne déclenche l'alarme. Silencieuse qui est directement connectée au bureau du shérif du comté. L'intrusion sur un domaine privé clôturé entraîne une lourde amende, Clara. Et je doute fort que tu puisses te le permettre en ce moment. Wesley a bombé le torse, son visage devenant d'une dangereuse nuance de violet. Tu n'oserais pas appeler les flics sur ton propre père. J'ai mis la main dans ma poche, sorti mon téléphone et posé mon pouce sur le bouton de panique numérique de mon application de sécurité. 20 secondes. Le silence était assourdissant. Il me regardait, attendant que je craque, attendant que la fille obéissante et soumise revienne, mais elle était morte. Elle était morte dans un camping-car il y a 2 ans. Bien, a craché Clara, tournant les talons. Tu veux jouer les durs? On verra ça, petite garce égoïste. Ce n'est pas fini. Ils sont sortis. En trombe, la lourde porte en chaîne claquant derrière eux. J'ai immédiatement verrouillé le pen dormant, engagé les serrures renforcées secondaires et suis allé directement à mon bureau. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Je me suis assise à mon bureau, j'ai démarré mon poste de travail principal et j'ai commencé mon enquête. Si Clara était assez désespérée pour essayer de réquisitionner ma maison, la situation avec Christopher était bien pire qu'un simple « ça ne marche pas ». J'ai utilisé ma connaissance approfondie des bases de données publiques, des registres des tribunaux et des empreintes numériques pour commencer à fouiller dans la vie de Clara et Christopher. Il m'a fallu moins de 4 heures pour découvrir la vérité choquante. Christopher ne l'avait pas simplement bloqué de leur compte. Il avait demandé un divorce d'urgence et la garde exclusive des enfants. Pourquoi? Parce que Clara avait secrètement ouvert plus d'une douzaine de cartes de crédit à son nom, les avait maximisées sur des produits de luxe et avait complètement vidé les fonds d'études de leurs enfants pour investir dans un système de marketing multiniveau très suspect qui venait de s'effondrer. Elle avait des dizaines de milliers de dollars de dettes, et Christopher avait compilé un dossier en béton de fraude financière contre elle. Elle ne cherchait pas un endroit où rester. Elle cherchait un actif à liquider ou à utiliser comme levier pour se sauver de la ruine complète. Ils sont revenus le lendemain matin, exactement comme je l'avais prédit. Je surveillais les caméras du périmètre en buvant mon café du matin quand l'alerte a commencé à sonner. Cette fois, Clara et Linda étaient arrivées dans un camion de déménagement de location. Elles l'ont littéralement garé directement contre mon portail d'entrée, bloquant complètement l'accès. À travers le flux haute définition, j'ai regardé avec une incrédulité totale Clara et ma mère sortir du camion et commencer à décharger de lourdes boîtes en carton directement sur les pavés à l'extérieur de ma propriété. Elles créaient un spectacle public, une occupation forcée conçue pour m'embarrasser et me forcer à obéir. Je pouvais voir Clara tenir son téléphone, s'enregistrant clairement, alors qu'elle faisait des gestes dramatiques vers mon portail. Probablement en train de fabriquer une histoire fictive pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Au sujet de sa sœur cruelle et riche qui la laissait dehors dans son moment de besoin. Je n'ai pas ouvert le portail. Je n'ai pas descendu l'allée. J'ai simplement appuyé sur le bouton de l'interphone de ma tablette, projetant ma voix fort à travers les haut-parleurs robustes montés sur les piliers en pierre de l'entrée. Vous bloquez une route privée. Ma voix a retenti, résonnant dans le quartier boisé et calme. Déplacez le véhicule immédiatement. Linda a sursauté, laissant tomber une boîte de fournitures de cuisine sur le sol. Clara, cependant, a marché directement vers le haut-parleur de l'interphone, son visage tordu dans un masque de fureur et de droit. Ouvre le portail, Lucie, a crié. Clara, abandonnant complètement son jeu de sœur douce. Tu ne vas pas m'humilier. Nous emménageons. Je n'ai nulle part où aller et tu vis seul dans un manoir. C'est complètement anormal.
Maman et papa sont d'accord que cette maison devrait être une propriété familiale. Votre crise du logement n'est pas ma responsabilité, ai-je répondu d'un ton égal, ma voix dénuée de toute émotion. J'étais parfaitement en sécurité derrière mes murs, la regardant s'effondrer sur un écran haute définition. Mais puisque tu veux diffuser ta situation, parlons de la vraie raison pour laquelle tu es devant mon allée. Parlons de Christopher. Clara s'est figée. L'énergie frénétique et agressive s'est soudainement drainée de sa posture. Elle a regardé nerveusement autour d'elle, les yeux écarquillés. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec lui? C'est tout, Clara, ai-je déclaré, m'assurant que ma voix portait clairement par l'interphone pour que Linda puisse entendre chaque mot. Je suis au courant de la demande de divorce d'urgence au tribunal du comté. Je suis au courant des 75 000 $ de dettes secrètes sur carte de crédit que tu as accumulées à son nom. Je sais que tu as vidé les fonds d'études de tes propres enfants pour investir dans un système pyramidal frauduleux. Tu ne cherches pas seulement une chambre. Tu fuis les conséquences juridiques et financières massives de ta propre tromperie. Tais-toi, a hurlé Clara, sa voix se brisant de pure panique. Elle a frappé des mains contre le pilier de pierre. Tu ne sais rien. Tu inventes tout ça. Maman, ne l'écoute pas. Elle ment. Linda avait l'air profondément confuse, regardant Clara avec une horreur soudaine et naissante. Clara, de quoi parle-t-elle? Tu as dit que Christopher faisait juste une crise de la quarantaine. Elle te ment, maman, ai-je continué, exploitant mon avantage. Elle fait face à des accusations potentielles de fraude et elle pensait pouvoir m'intimider pour que je lui cède cette maison afin de l'utiliser comme garantie pour ses dettes. Elle essaie de voler ma maison pour payer ses crimes. Le visage de Clara est devenu violemment rouge. La façade polie et parfaite s'est complètement brisée, révélant l'antagoniste désespéré et acculé. En dessous. Elle a pointé un doigt tremblant vers la caméra. Je vais te détruire, Lucie. J'irai voir un avocat. Je leur dirai que tu es mentalement instable et incapable de gérer tes biens. J'ai une procuration sur maman et papa. Et je les ferai témoigner que tu nous dois chaque centime de cette propriété. Tu n'es rien sans cette famille. C'était une menace mal exécutée et pathétique. Un bluff né du pur désespoir. Tu n'as aucune base légale, pas d'argent et aucune crédibilité, ai-je contré calmement. Et je t'ai entièrement enregistré en train de menacer de déposer de fausses plaintes contre moi pour voler ma propriété. J'envoie cette séquence à mon avocat immédiatement. Si vous ne déplacez pas ce camion dans les 60 prochaines secondes, la police sera appelée et je porterai plainte pour harcèlement et violation de propriété. Clara a poussé un cri de frustration primale, un son scellé et brut qu'il m'a donné la chair de poule. Elle a attrapé Linda par le bras, la traînant vers le camion de location. Elles ont pratiquement jeté les boîtes à l'arrière, les portes claquant avec une finalité retentissante. Alors qu'elles s'éloignaient en trombe, laissant des traces de pneus noirs sur l'asphalte, je savais que la bataille était loin d'être terminée. Clara était blessée, ce qui signifiait qu'elle allait devenir incroyablement dangereuse. Les 48 heures suivantes furent une classe de maître en guerre psychologique. Clara, complètement désespérée de reprendre le contrôle du récit, a intensifié ses tactiques. Le lendemain après-midi, 2 voitures de police sont arrivées à mon portail d'entrée. Gyrophares allumés. J'ai descendu l'allée pour les rencontrer, gardant le portail fermé entre nous. L'officier principal m'a informé qu'ils avaient reçu un appel frénétique de ma sœur demandant un contrôle de bien-être d'urgence. Clara avait explicitement dit au répartiteur que j'étais gravement malade. Mentalement, que j'avais arrêté mes médicaments et que je me tenais en otage. Dans une maison dont elle était légalement copropriétaire. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai simplement tendu à l'officier ma carte de
Visite, les coordonnées de mon avocat d'entreprise et les documents de la SARL. Prouvant ma propriété unique et impénétrable de la maison. Puis j'ai montré l'enregistrement de sécurité de la confrontation à l'interphone de la veille. Montrant Clara hurlant et proférant de fausses menaces. Les expressions des officiers sont rapidement passées de l'inquiétude à une profonde irritation. Ils ont réalisé instantanément qu'ils étaient utilisés comme des pions dans un conflit familial mesquin et vindicatif. Ils se sont excusés pour l'intrusion. Ont documenté le faux rapport et m'ont assuré qu'ils rendraient une visite très sévère à Clara pour la mettre en garde contre l'utilisation abusive des services d'urgence. Mais mon enquête ne s'était pas arrêtée à Christopher. Alors que je regardais les voitures de police partir, j'ai creusé plus profondément dans les dossiers financiers de ma famille. Si Clara était assez désespérée pour voler son mari, je savais qu'elle n'hésiterait pas à exploiter les personnes qui l'avaient aveuglément soutenue pendant des décennies. Il a fallu des heures de recherche dans les registres d'impôts fonciers en ligne et les privilèges hypothécaires publics, mais j'ai finalement trouvé la preuve irréfutable. C'était un document si choquant qu'il m'a rendu physiquement malade. Clara n'avait pas seulement pris des cartes de crédit. 6 mois plus tôt, utilisant la procuration dont elle s'était vantée lors de sa crise de colère à mon portail. Elle avait contracté une énorme deuxième hypothèque à taux d'intérêt élevé sur la maison de Wesley et Linda. Elle avait falsifié leur signature en tant que bénéficiaires principaux, transférant l'argent directement dans ses investissements défaillants. Mes parents étaient complètement inconscients, et les paiements ballons devaient commencer le mois prochain. S'ils ne payaient pas, ils perdraient leur maison entièrement. Les proches manipulés étaient sur le point de devenir les principales victimes. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Wesley. C'était la première fois que je l'appelais en 2 ans. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix dégoulinant de condescendance. Tu as enfin décidé d'arrêter de faire une crise de nerfs, Lucie, a-t-il grommelé. Prête à t'excuser auprès de ta sœur et à agir comme une adulte. Papa. Ai-je dit, ma voix complètement dénuée de colère, remplie seulement d'un sérieux glaçant. Maman et toi, vous devez venir chez moi tout de suite. Juste vous. 2. Ne dites pas à Clara que vous venez. Si vous l'amenez, je n'ouvrirai pas le portail. Je ne joue pas à ces jeux avec vous. Ce n'est pas un jeu, papa. Ai-je interrompu, mon ton tranchant à travers ses fanfaronnades. J'ai des documents du bureau du greffier du comté concernant l'acte de propriété de votre maison. Si vous voulez savoir pourquoi Clara essaie vraiment de s'installer chez moi, vous serez ici dans 20 minutes. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter. 25 minutes plus tard, le camion de Wesley s'est arrêté au portail. Je les ai fait entrer, sortant sur le porche pour les accueillir. Ils avaient l'air épuisés, irrités et profondément sur la défensive. Je ne les ai pas invités à entrer. J'ai simplement tendu à Wesley une épaisse enveloppe en manille. Ouvre-la, ai-je ordonné. Wesley a déchiré l'enveloppe, sortant les copies surlignées de la 2e hypothèque. Linda a regardé par-dessus son épaule. J'ai regardé en silence absolu leurs yeux parcourir le jargon juridique dense, traçant le montant massif du prêt à 6 chiffres et atterrissant finalement sur les signatures falsifiées au bas de la page. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, a balbutié Wesley, la couleur quittant complètement son visage. Ses mains se sont mises à trembler violemment. Ça dit que nous avons contracté un prêt sur la maison. Nous n'avons pas fait ça. Nous avons remboursé notre hypothèque il y a 5 ans. Vous ne l'avez pas fait, papa, ai-je dit. Calmement, la preuve irréfutable reposant lourdement dans ses mains tremblantes. Clara l'a fait. Elle a utilisé la procuration que vous lui avez donnée. Elle a vidé la valeur nette de votre maison et les paiements commencent dans 3 semaines. Si vous ne payez pas, la banque saisira la maison. Elle n'est pas
Venue ici parce qu'elle a besoin d'espace. Elle est venue ici parce qu'elle a ruiné sa famille, et maintenant elle vous a ruiné. Et elle espérait voler ma maison avant que la vérité absolue ne la rattrape enfin. Linda a laissé échapper un sanglot étouffé, s'effondrant contre l'épaule de Wesley. Le charme impénétrable de l'enfant prodige s'était finalement et irréversiblement brisé. Le point culminant de cette saga angoissante ne s'est pas produit dans l'environnement stérile d'une salle d'audience ou dans la solitude tranquille de mon allée. Il s'est produit exactement là où Clara sentait qu'elle avait le plus de pouvoir, devant un public toujours totalement inconsciente que Wesley. Linda avait vu les documents hypothécaires falsifiés, Clara a orchestré ce qu'elle a appelé un dîner d'unité familiale d'urgence dans un restaurant italien haut de gamme et très exclusif du centre-ville. Elle avait invité notre famille élargie, tante, oncle et plusieurs cousins qui avaient historiquement cru à son récit de victime sans faille. Son objectif était incroyablement transparent. Elle avait l'intention d'utiliser la pression d'un cadre public et le jugement de nos parents éloignés pour me coincer et me faire céder ma maison ou offrir un règlement financier massif pour la sauver de son divorce imminent. Elle n'avait aucune idée qu'elle marchait droit dans un piège que ses propres parents m'avaient aidé à tendre. Quand je suis arrivé au restaurant, la salle à manger privée bourdonnait déjà des murmures bas et tendus de ma famille élargie. La longue table en acajou était dressée avec des nappes blanches immaculées, des verres à eau en cristal étincelant et des couverts lourds. Clara était assise tout au bout de la table, arborant une expression de martyr affligé. Complètement imméritée, tamponnant ses yeux secs avec une serviette en lin. Wesley et Linda étaient assis tranquillement à sa droite, le visage pâle, les yeux fixés sur leurs assiettes vides. Quand je suis entré dans la pièce, la conversation s'est immédiatement éteinte. Le silence était lourd, suffocant et dégoulinant de jugement collectif. Ma tante Patricia, une femme qui avait toujours favorisé Clara, m'a fusillé du regard par-dessus le bord de son verre de vin. Je suis si contente que tu aies décidé de venir, Lucie, a annoncé Clara, sa voix tremblant d'une émotion parfaitement répétée. Elle s'est levée, commandant l'attention de toute la pièce. Nous sommes tous ici aujourd'hui parce que la famille est la chose la plus importante au monde. Comme vous le savez tous, je traverse une épreuve terrible et imprévue. Christopher nous a abandonnés. Mes enfants souffrent. Et pourtant, ma propre sœur, qui vit seule dans un immense domaine vide, m'a claqué ses portes au nez et a refusé d'offrir la moindre once de grâce. Un murmure collectif de désapprobation a parcouru les tantes et les oncles. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai marché calmement jusqu'à l'autre extrémité de la longue table, portant un élégant porte-document en cuir. Je l'ai posé sur la surface en acajou ailé, ouvert avec un bruit fort et délibéré qui a coupé l'attention. J'apprécie que tu aies réuni tout le monde, Clara, ai-je commencé, ma voix parfaitement stable, se projetant clairement dans tous les coins de la salle privée. Parce que la transparence est incroyablement importante lorsqu'on traite des affaires familiales. Tu as dit à tout le monde ici que Christopher t'avait abandonné. Tu leur as dit que tu étais victime d'une épreuve imprévue, mais c'est un mensonge catégorique complet. Comment oses-tu, a hurlé Clara, frappant ses mains sur la table. Espèce d'égoïste, d'ingrate, j'ai les documents de la demande de divorce d'urgence ici même, ai-je continué doucement, sortant une épaisse liasse de papiers agrafés du porte-document et la faisant glisser au centre de la table. Christopher a demandé la garde exclusive parce que tu as secrètement ouvert 14 cartes de crédit à son nom, accumulant plus de 75 000 $ de dettes pour financer un système pyramidal frauduleux. Tu as aussi complètement vidé les fonds d'études qu'il avait mis en place pour les jumeaux. La pièce a éclaté en hoquet de surprise. La mâchoire de tante Patricia est tombée, son verre de vin planant à mi-chemin de la table. Le visage de Clara s'est vidé de toute couleur,
sa façade méticuleusement construite se fissurant en un masque de pure terreur. C'est un mensonge, a crié Clara, sa voix se brisant frénétiquement. Ce sont des faux. Elle les a imprimés pour me ruiner. Maman? Papa, dites-leur qu'elle est folle. Elle a regardé désespérément Wesley. Linda, s'attendant à ce qu'il se précipite à sa défense pour la soutenir. Comme il l'avait fait pendant 33 ans. Mais ils n'ont pas bougé. Et pendant que nous parlons de fraude financière, ai-je déclaré, sortant un deuxième document, vivement surligné, parlons de la vraie raison pour laquelle tu essaies si désespérément de voler ma maison. Parce que ton argent est complètement parti et que tes crimes te rattrapent. J'ai brandi la deuxième hypothèque, m'assurant que les signatures falsifiées étaient visibles. Il y a 6 mois, Clara a utilisé la procuration que nos parents ont été manipulés à signer pour contracter secrètement une deuxième hypothèque massive sur leur maison. J'ai révélé, les mots tombant comme des enclumes dans la pièce. Silencieuse. Elle a falsifié leur signature. Elle a volé la valeur nette qu'ils ont mis toute leur vie à construire et elle a tout jeté dans un investissement raté. Les paiements ballons commencent le mois prochain. Si elle avait réussi à voler ma maison, elle aurait laissé la maison de nos parents être saisie sans une seconde pensée. Clara, a murmuré tante Patricia, fixant ma sœur avec une horreur absolue. Est-ce vrai? Clara a regardé autour de la pièce, réalisant en temps réel que chaque sortie était bloquée par la vérité irréfutable. Elle a essayé de parler, mais seul un couinement pathétique et étouffé est sorti de ses lèvres. Puis Wesley s'est levé. Il ne ressemblait pas à l'homme en colère et arrogant qui m'avait jeté sous la pluie glaciale de en plus tôt. Il ressemblait à un père dont le cœur avait été entièrement brisé. Il a sorti de sa veste un document légal notarié. C'est entièrement vrai, a dit Wesley, sa voix épaisse d'un chagrin dévastateur et d'une nouvelle colère vertueuse. Il a regardé directement Clara, les yeux flamboyants. Tu as volé ton mari. Tu as volé tes enfants. Et tu as volé le toit juste au-dessus de nos têtes. Nous t'avons tout donné et tu nous as presque détruits. Wesley a jeté le document sur la table devant Clara. Ceci est la révocation immédiate de votre procuration, a annoncé Wesley, sa voix tonnant avec une autorité absolue, reprenant son rôle de protecteur de la famille. Mais cette fois, il se protégeait lui-même et moi. J'ai passé la matinée à la banque et au poste de police. Nous avons déposé des plaintes officielles pour fraude et falsification de signatures contre vous. Tu dois quitter ce restaurant tout de suite, Clara. Ne viens plus jamais chez nous. Ne parle plus jamais à ta sœur. Tu es entièrement seule. Le silence qui a suivi était absolu. Clara a regardé les papiers, puis les visages dégoûtés de sa famille élargie, et enfin moi. Il ne restait plus rien à manipuler. Le puits était complètement à sec. Elle a attrapé son sac à main, les mains tremblant violemment, et a fui la salle à manger privée, ses sanglots résonnant dans le couloir jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de nos vies. La chute de Clara fut rapide, sévère et entièrement de sa propre faute. Les murs qu'elle avait construits sur une fondation de mensonges se sont instantanément effondrés. Christopher a obtenu la garde exclusive des enfants et a été légalement absous de la dette frauduleuse qu'elle avait accumulée à son nom. La banque, face à la preuve indéniable des signatures falsifiées, a lancé une enquête criminelle complète. Clara faisait face à plusieurs chefs d'accusations de fraude qualifiée, de vol d'identité et de grand larcin. Socialement, elle était une paria absolue. La famille élargie, ayant été témoin de sa démasquage au dîner, a complètement rompu les liens. Elle a été forcée de déménager dans un minuscule studio délabré de l'autre côté de l'État, attendant son procès pénal sans famille, sans amis et sans filet de sécurité à exploiter. Pour moi, les conséquences furent un voyage de guérison profonde et inattendue.
2 semaines après la confrontation au restaurant, j'ai invité Wesley et Linda. Chez moi. Cette fois, j'ai ouvert les portes librement. Ils ont remonté l'allée pavée et sont entrés dans mon grand hall, non pas comme des quémandeurs ou des intrus, mais comme des invités profondément humbles et repentants. Nous sommes assis sur ma vaste terrasse arrière, surplombant les acres boisés et sereins alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grands pins. Je leur ai servi du thé, et pendant un long moment, nous avons simplement écouté le bruissement silencieux des feuilles. Nous sommes tellement désolés, Lucie, a finalement dit Wesley, sa voix se brisant, des larmes coulant sur ses joues. Buriné. Chaque jour, je pense à cette nuit dans la tempête. Je pense à toi. Vivant dans ce camping-car alors que nous étions complètement aveugles au monstre que nous élevions. Nous t'avons abandonné. Nous t'avons complètement abandonné. Linda a tendu la main sur la table, prenant doucement la mienne. Sa poigne était faible, tremblante d'un regret sincère. Tu es la personne la plus forte et la plus brillante que je connaisse. Tu as construit cette belle vie toute seule, malgré nous. Nous ne méritons pas ton pardon, mais nous sommes si profondément désolés. Je les ai regardés, ne voyant pas les figures imposantes et terrifiantes de mon enfance, mais 2 personnes vieillissantes et imparfaites qui venaient enfin de se réveiller d'une manipulation de plusieurs décennies. La colère qui m'avait alimenté pendant ces nuits glaciales dans le camping-car s'était enfin consumée, remplacée par une paix stable et durable. Je vous pardonne, ai-je dit doucement. Et je le pensais. Mais les choses doivent être différentes maintenant. Il y a des limites qui ne seront plus jamais franchies. Ils ont accepté instantanément, hochant la tête à travers leurs larmes. Je ne leur ai pas seulement offert le pardon. J'ai utilisé le pouvoir que j'avais méticuleusement construit pour m'assurer qu'ils étaient en sécurité. J'ai retenu les services de mon avocat d'entreprise. Agressif en leur nom, payant les honoraires exorbitants de ma propre poche. En 2 mois, mon équipe juridique a réussi à gérer l'affaire de fraude, forçant la banque à annuler la 2e hypothèque frauduleuse et à effacer complètement le privilège sur la maison de mes parents. Ils ne perdraient pas la maison pour laquelle ils avaient travaillé si dur. J'ai veillé à ce que justice soit rendue. Non par vengeance, mais par une action décisive et protectrice. La vie s'est finalement installée dans un rythme magnifique et tranquille. Je ne passais plus mes journées à regarder par-dessus mon épaule, attendant la prochaine crise ou la prochaine demande d'argent. Je m'asseyais sur ma terrasse le soir, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes brillantes d'orange et de violet, sentant les sols en chêne massif et incassables de ma forteresse sous mes pieds. J'avais marché sous la pluie glaciale, survécu au froid mordant du camping-car et construit un empire de paix. La tempête était enfin terminée. J'étais exactement là où je devais être.